L'attentat contre le DC-10 d'UTA. Les premiers corps des victimes ont été rapatriés à Paris, dans le désert du Ténéré. L'armée française est chargée de cette pénible mission, rassembler les corps des 171 passagers. Avec eux, une équipe d'Antenne 2. Déjà 48 heures de paix au Liban. Les réfugiés rentrent à Beyrouth. L'aéroport international a été rouvert. Le pays n'est plus isolé. 300 km à l'heure, 2h04 pour rallier Paris à Rennes. Le premier TGV Atlantique est entré en service aujourd'hui dimanche. Reportage à bord dans cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. 5 jours après le drame, l'affaire du DC-10 d'UTA continue de dominer l'actualité de ce dimanche soir. Les enquêteurs ont acquis désormais la certitude qu'il s'agit bien d'un attentat à la bombe et ils cherchent quelle organisation terroriste pourrait en être le commanditaire. 2 pistes s'offrent aux enquêteurs, l'Afrique qui n'est pas exempte de conflits et le Proche-Orient. Mais aujourd'hui, les organisations proches de l'Iran qui se sentent directement visées nient toute responsabilité. Ainsi à Beyrouth cet après-midi, le chef du mouvement Hezbollah, l'ayatollah Fadlallah, accuse la France de vouloir nuire à l'image de l'islam en cherchant de ce côté les responsables de l'attentat. Parallèlement, les premiers corps des victimes, 171 au total, ont été rapatriés après avoir été rassemblés sur place dans le désert du Ténéré par l'armée française dans des conditions très difficiles, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux François Cornet, Roger Mathurin, qui nous présentent ce soir les premières images télévisées tournées au sol sur le lieu même du drame. Dans le désert du Ténéré, sous des températures de 45 à 50 degrés, les parachutistes français venus d'N'Djamena poursuivent depuis jeudi dernier leur macabre besogne. Récupérer sur une superficie d'une centaine de kilomètres carrés les restes des 171 victimes du vol UT-772. Parachutés sur la zone après le repérage de l'épave du DC-10, ces hommes remplissent ici la mission la plus délicate et sans doute la plus dure de leur carrière. Dans ces sacs de plastique, les premières victimes retrouvées, qui sont évacuées par hélicoptère vers Agadez, puis acheminées ensuite vers Niamey et Paris, après avoir été conditionnées dans des cercueils scellés. Les pleurs d'un soldat devant l'insupportable. C'est une véritable base opérationnelle que les militaires du dispositif épervier stationnés au Tchad ont mise en place dans le grand erg du Ténéré. Le ravitaillement en vivres et en carburant pour les camions ou les hélicoptères s'effectue par aérolargage. Les distances sont trop grandes dans le désert pour envisager d'utiliser la piste. Moyens radio et de communication satellite permettant entre autres au consul américain de rester en contact au fur et à mesure des identifications avec les familles des victimes aux États-Unis. Il faudra encore plusieurs jours aux parachutistes français pour récupérer le reste des corps dispersés dans le désert ou encore prisonniers dans les débris du DC-10, comme dans cette carcasse calcinée de la cabine de l'appareil, sous laquelle, sans doute dans la soute à bagages, a explosé la bombe. C'est vraisemblablement devant ce cockpit désintégré du DC-10 que l'on se rend mieux compte de ce qui a pu se passer ici dans les sables du Ténéré, tout du moins en altitude au moment de l'explosion. À bord de ce cockpit, le travail et les conversations de l'équipage se déroulaient normalement. Elles s'arrêteront brutalement à 650 km de la capitale tchadienne, alors que le DC-10 survole le Niger. Pas de message radio, pas de balise de détresse. Un engin explosif de forte puissance a détruit le vol UT-772 sans que les pilotes aient même eu le temps d'envoyer leur dernier message. Pour la première fois depuis 6 mois, ce sont des bonnes nouvelles qui nous parviennent du Liban. Depuis 48 heures, très exactement maintenant, le cessez-le-feu tient bon. C'est ce qu'apprécient aujourd'hui avant tout les Libanais. C'est le silence des canons et le bruit des avions qui ont recommencé à atterrir sur l'aéroport international de Beyrouth. Un signe tangible d'un retour à la normale ou presque. Denise Boer. Depuis quelques heures, le Liban vit dans l'espoir de retrouver la paix. Pour la première fois depuis près de 200 jours, 2 avions libanais se sont posés ce matin sur l'aéroport international de Beyrouth, contrôlé par les Syriens. En signe d'allégresse, des rafales d'armes automatiques ont été entendues dans la zone ouest de la capitale. Pour la première fois depuis plusieurs mois, ces soldats de l'armée libanaise ont posé les armes. Aujourd'hui, les forces syriennes se sont abstenues de pilonner les positions chrétiennes.
Pour la première fois encore, 3 navires marchands ont pu accoster dans des ports contrôlés par le général Aoun. Poussés par l'espoir d'une paix pourtant précaire, un grand nombre de Libanais ont regagné Beyrouth venant de Chypre. D'autres se pressaient pour traverser la ligne Est-Ouest, jusqu'alors interdite. Un cessez-le-feu globalement respecté aujourd'hui. Cependant, quelques tirs isolés ont blessé 3 civils en pays chrétien. Les membres de la commission de sécurité se réunissaient ce dimanche afin d'envisager la consolidation du cessez-le-feu. Positive également dans un tout autre domaine, il faut le dire, cette première qui a eu lieu ce matin en France entre Paris et Rennes. 350 km en 2h04, c'est le temps mis par le TGV Atlantique qui est entré en service ce dimanche matin. À bord, une équipe d'Antenne 2, Jacques Violet, Frédéric Pasquet. Paris-Montparnasse, 8h ce matin. La Bretagne à l'heure de la grande vitesse. Avec la nouvelle génération des TGV Atlantiques, la SNCF a tendance à comparer ses trains à des avions. Les annonces sont significatives. Notre équipage se tient à votre entière disposition et mettra tout en œuvre pour que votre voyage se déroule dans les meilleures conditions. Très vite, le train le plus informatisé du monde, 18 ordinateurs à bord pour gérer la bonne marche et la sécurité, atteint 300 km/h, dans des conditions de confort remarquables, à l'intérieur des voitures, ainsi que dans une voiture entièrement réservée aux bars. Vitesse et confort, des atouts que les premiers voyageurs apprécient. Il est spacieux, plus grand que l'autre TGV plus ancien, et agréable. C'est rapide, c'est confortable, Je suis ravie de mon voyage dans ce TGV. Je trouve les tons très jolis. J'aime les beaux décors. Seul ombre au tableau, des tarifs compliqués et quelquefois élevés pour les suppléments en période de pointe. Les premiers tarifs, j'ai vu moi, puisque c'est à partir de Saint-Brieuc, ça peut aller de 29 francs à 117 francs, la réservation. Ce qui quand même est relativement cher, ce qui fait par rapport à un billet deuxième classe dans un corail, ça fait pratiquement 50% d'augmentation. Les élus locaux espèrent beaucoup du TGV, mais gagner 1 heure ou 2 ne suffira pas à relancer l'économie régionale. En ce qui concerne le désenclavement de la Bretagne, ça doit se faire par l'intermédiaire d'un tout. Il y a les routes, il y a les voies aériennes, il y a les télécommunications et le TGV. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions avoir un ensemble diversifié de moyens de liaison performants. Nous avons avec le TGV des atouts supplémentaires pour nous adresser à notre pays et puis pour avoir notre place au niveau international. Nantes et Rennes à 2 heures de Paris. Brest, 4 heures au lieu de 5h30. Le TGV Atlantique devrait rafler jusqu'à 50% du trafic avion à Air Inter et aux compagnies régionales. Ce matin, pour ce premier voyage commercial, un clin d'œil à l'Europe ferroviaire. Nos amis britanniques suivaient le parcours, le trajet, en chronométrant notre TGV. Nous aimons beaucoup voyager avec le chemin de fer français. Et je regrette que ce train a 4 minutes de retard maintenant. À l'arrivée à Rennes, nos amis britanniques ont rangé leur chronomètre, le retard était rattrapé, l'horaire respecté. Ce soir, l'honneur est sauf. Le cyclone Hugo a terminé sa course dévastatrice au-dessus du continent américain. La Guadeloupe, quant à elle, soigne ses plaies. Les pouvoirs publics ont commencé à distribuer des subsides financiers aux plus démunis, mais l'impatience commence tout de même à gagner certains habitants de l'île. C'est ce qu'ont pu constater nos envoyés spéciaux Rémi Roche et Pascal Steletta. Enfin, une bâche pour couvrir ce qu'il reste de sa case. Presque une privilégiée, car depuis 24 heures, des pluies torrentielles se sont abattues sur la Guadeloupe. Ici, sur la commune du Moule, 90% de l'habitat est sinistré. Des bâches, il en faudrait 2000. À peine 200 sont arrivés. Hier, j'ai mis mon matelas séché. Aujourd'hui, il a plu encore davantage hier au soir. C'est ça que je demande, qu'on me recouvre la maison, on peut m'abriter un peu. Palabre à l'entrée de la gendarmerie. Sous une tente, quelques caisses de ravitaillement. Mais ici, on ne donne pas directement à la population. Seuls les responsables de la distribution dans les quartiers peuvent s'approvisionner. 1 ou 2 jours de stock d'avance, pas plus. Du sucre, un peu de lait, des produits pour bébés et des rations militaires.
mais pratiquement pas d'eau en bouteille, alors que celle du réseau, quand il fonctionne, est à la limite du potable. C'est vrai que nous n'en avons pas eu beaucoup. Bon, quand on a une bouteille d'eau par famille, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Il nous en faudrait beaucoup pour vraiment éviter tout risque d'épidémie pour les enfants et même pour les grandes personnes. Il nous faudrait quand même plus d'eau. À la mairie, on s'y presse dès les premières heures de la matinée. Déclaration des sinistres, demande de renseignements ou d'assistance. On fait tout ce qu'on pourra pour vous. C'est pas la peine d'engueuler. Devant et sur la place, le ton a tendance à monter ces derniers jours pour fustiger le faible volume des secours et surtout pour dénoncer à tort ou à raison les inégalités dans leur répartition. Ce sont des nécessités qu'on a besoin, mais pas les riches. Il ne faut pas donner aux riches. Il faut donner aux gens qui ont besoin. Et alors que c'est la politique. C'est la politique qui est. On entend sur certaines radios que certains donnent à leurs amis. Je dis qu'il faut faire taire tous ces bavardages. La Guadeloupe connaît ce cataclysme. Je pense qu'il faut quand même être des hommes responsables parce que ça, c'est notre habitude de dire que les vivres vont chez certains. Je pense que non. Parce que moi, je suis le maire de tout le monde. Donc je pense que mes conseillers municipaux, sur le terrain, font exactement pareil. Ils distribuent les vivres à ceux qui en ont besoin. Dans les quartiers, on s'active au plus urgent, déblayer et nettoyer. Pas seulement pour oublier le désastre, c'est aussi une nécessité sanitaire. Ensuite, reconstruire, mais avec quels matériaux? Déjà presque plus de bois, ni même de clous, plus de tôle. Pour le moment, il faut se contenter de celle que le cyclone n'a pas complètement déchiquetée. En bref, en Belgique, la police recherche toujours une partie de la rançon lancée du haut d'un immeuble par les complices de Philippe Delair qui, souvenez-vous, pendant une semaine avait retenu une mère et ses 2 enfants en otage. Un homme a été arrêté avec une partie de la rançon aujourd'hui, 150 000 francs qu'il avait ramassé sur la chaussée. Il n'était pas complice des gangsters, mais un simple badaud. Il n'avait pas résisté à la tentation. Difficile à comprendre cette affaire que nous allons vous exposer maintenant. À Paris, une famille séparée d'un de ses enfants confiée à la DAS, la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, non pas pour brutalité ou manque d'affection, mais au départ pour une faillite commerciale. Ensuite, c'est l'engrenage, l'incompréhension entre ses parents, l'administration et la justice. Enquête de Marc Maisonneuve et Christian Autain. À Blois, en 1979, la vie de la famille Le Cellier bascule à cause d'une faillite. Pour régler sa dette, un peu plus de 220 000 francs, Madame Le Cellier demande une tutelle financière. Une assistante sociale s'occupera avec zèle du dossier. Elle enquête sur tous les membres de la famille. Jean-François a 2 ans de retard scolaire. Pour l'assistante sociale, il doit être placé sous la tutelle de la DAS. Croyant à une banale remise à niveau, Madame Le Cellier signe ce qu'on lui présente. Il se retrouve à la DAS uniquement parce qu'il avait un retard scolaire. Oui, il avait un retard scolaire. Moi, j'aurais aimé le mettre dans un établissement privé. Je n'avais pas les moyens, c'est vrai que je n'avais pas les moyens financiers. Et on m'a proposé, soi-disant, un établissement similaire, mais qui était la DAS. Et on m'a dit de ne pas m'effrayer, c'est pas parce que c'était la DAS, c'était très bien, etc. Mais seulement à partir du moment qu'on a signé pour qu'il rentre, et normalement il devait rentrer pour une année, donc on s'est engagé normalement pour une année, mais maintenant on ne peut plus le récupérer. Jean-François a passé une année scolaire dans un foyer de Seine-et-Marne, et parce que le dialogue entre sa mère et le juge est rompu, il va devoir y retourner. Jean-François, vous avez envie de retourner à l'intérieur de ce foyer à Isbly? Non, pas du tout. Jamais. Madame Le Cellier a cru que l'assistante sociale travaillait pour le bien de son enfant. Elle se retrouve devant un juge avec lequel il lui est impossible de communiquer. Un juge qui a refusé de répondre à nos questions. Aujourd'hui, Madame Le Cellier a fait appel pour lutter contre une situation qu'elle vit comme un déni de justice. Car elle sait aussi qu'aucun de ses 3 autres enfants n'est à l'abri d'une nouvelle décision judiciaire. Un incendie s'est déclaré cet après-midi à l'hôpital de la Ciotat, près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Les dégâts sont importants, mais on ne déplore heureusement aucune victime. Une centaine de malades ont tout de même été évacués. Des élections discrètes mais importantes aujourd'hui en France. Le Sénat renouvelait un tiers de ses sièges, 102 au total. Un scrutin au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que ce sont de grands électeurs qui votent, comme les conseillers régionaux, municipaux, etc. L'important réside dans les évolutions de tendance au sein du Sénat, dominé actuellement par l'opposition. Et puis tout de même, quelques combats de personnes, comme à Marseille, où le maire Robert Vigouroux, exclu du Parti socialiste, a été élu, gagnant une nouvelle fois son combat fratricide contre ses anciens amis politiques. Des résultats tout de suite maintenant avec Rachid Arabe au Sénat. Rachid ?
Oui, Daniel, le tout premier renseignement à tirer de ces élections concerne donc le rapport droite-gauche, un rapport qui ne change pratiquement pas, vous allez le voir, la droite gagne un siège, la gauche reste stable, 90 pour la gauche, 230 pour la droite, un total global plus élevé que jusqu'à présent pour la bonne et simple raison que le Sénat accueillera 2 sénateurs supplémentaires, ils seront au total 321 dans l'hémicycle. Il nous manque pour l'instant un seul résultat, un dernier résultat, celui de la Polynésie. Mais pour faire des comparaisons plus fines, parti par parti, il faudra tout de même patienter quelques instants. Mais sachez déjà que la poussée du RPR et du PS attendue a bien eu lieu. Parmi les résultats les plus attendus, vous le disiez Daniel, ceux de Marseille. Marseille donc avec un grand vainqueur, Robert Vigouroux. En entrant ici au Palais du Luxembourg avec 2 de ses colistiers étiquetés majorité présidentielle, Robert Vigouroux inflige donc un nouveau camouflet au PS local qui passe de 5 élus à un seul dans ce département. À droite, satisfaction pour Jean-Claude Gaudin qui siégera donc dorénavant au Sénat. Dans l'autre département test, la Gironde, les socialistes gagnent un siège, voilà, ça c'était Jean-Claude Gaudin. Voici Jacques Valade qui est donc élu pour le RPR à droite dans la Gironde. À droite, la droite qui a perdu un petit peu de terrain et qui a donc fait le jeu de la gauche dans ce département de la Gironde où les socialistes gagnent un siège. Toujours parmi les personnalités, le ministre de la Coopération, Jacques Pelletier, ministre d'ouverture, a eu quelques difficultés à se faire élire dans l'Aisne. M. Pelletier a dû attendre le 2e tour pour conserver son siège sénatorial. Enfin, entre autres enseignements à tirer de ce scrutin, le Parti communiste gardera son groupe sénatorial. Tout se jouait sur l'élection ou non de M. Minetti dans les Bouches-du-Rhône. M. Minetti est élu, le PC améliore même son score en arrachant un siège plutôt inattendu dans les Côtes-du-Nord. Il s'agit là d'une des rares surprises de ces élections sénatoriales, une des rares surprises avec tout de même la défaite de M. Josy Moinet, que nous vous annoncions dès 13 h, M. Moinet, qui était ici le président du groupe sénatorial de RDE. Voilà, plus de précision un peu plus tard, je pense, Daniel. Merci Rachid. Tout de suite maintenant des réactions de l'opposition, de la majorité enregistrées par Jean-Michel Mercurel. Nous sommes satisfaits parce que nous avons gagné des sièges dans plusieurs départements. Nous avons une déception, pourquoi le cacher, concernant les Bouches-du-Rhône. Mais nous constatons que les 3 élus de la liste Vigouroux dans les Bouches-du-Rhône se réclamaient de la majorité présidentielle. Il reste donc à savoir où ils s'inscriront lorsqu'ils arriveront au Sénat. Le groupe du Sénat socialiste est ouvert aux gens de M. Vigouroux. Le groupe socialiste au Sénat est ouvert à tous ceux qui se réclament de la majorité présidentielle, ce qui était leur cas. Donc nous verrons quelle sera leur propre attitude. Nous avons tout lieu de nous réjouir ce soir. Tout d'abord parce que les résultats des élections sénatoriales sont bons pour l'ensemble de la majorité sénatoriale. Et ils sont particulièrement satisfaisants pour le groupe RPR. Nous étions 81, nous serons demain plus de 90. Et nous avons donc tout lieu d'être satisfaits. Présenter la présidence du Sénat. Non, M. Poher nous a indiqué ce soir qu'il était candidat. Je n'ai jamais fait mystère de mes sentiments. Je considère que le président Poher a à la fois bien servi le Sénat et la France. Alors les groupes politiques se détermineront, mais il est bien évident qu'en ce qui me concerne, je souhaite sa réélection. Voilà, commentaire maintenant politique de Jean-Louis Le Seyne, toujours au Sénat. Jean-Louis ? Oui, vous savez, Daniel, les transformations au Sénat se font très lentement et en douceur. Et découlent directement du mode de scrutin que vous rappeliez tout à l'heure. Le tiers seulement de la Haute Assemblée est renouvelé tous les 3 ans. Autre particularité, ce sont les élus des dernières élections nationales et locales, notamment des récentes municipales, qui votaient aujourd'hui. Résultat, donc, une poussée socialiste et un RPR conforté dans son rôle de premier groupe du Sénat. Alors que le centre connaît, lui, des revers d'importance. Le RDE, l'ancienne gauche démocratique, et plus particulièrement les radicaux de gauche, apparaissent bien ce soir comme les grands perdants de la consultation d'aujourd'hui. Deuxième constatation, un certain rajeunissement de la Haute Assemblée, dû au retrait volontaire d'une trentaine de sénateurs, dont certains siégeaient ici au Palais du Luxembourg depuis 1958. Reste le problème du 3e tour, autrement dit l'élection du président du Sénat. Alain Poher a dit qu'il attendrait d'avoir tous les résultats aujourd'hui pour annoncer s'il serait candidat ou non à sa propre succession. Eh bien, c'est fait. M. Poher vient de dire au président du groupe de la majorité sénatoriale qu'il briguerait effectivement à nouveau le siège de président du Sénat. Nous vous retrouvons à 23 h pour une émission spéciale avec cette fois tous les résultats, toutes les réactions et tous les commentaires. Merci messieurs, à tout à l'heure. Donc résultat à partir de 23 h dans une émission spéciale pour ces élections sénatoriales. Le conflit Peugeot entre dans sa 4e semaine. Le PDG de PSA, Jacques Calvet, ne veut pas, vous le savez, aller plus loin dans ses propositions salariales.
Dans une interview au journal Les Échos à paraître demain, le président des cadres CGC, Paul Markelly, affirme qu'il est honteux, ce sont ses propres termes, d'utiliser les cadres comme briseurs de grève à Mulhouse et à Sochaux. Quant au Premier ministre lui-même, M. Michel Rocard, aux assises de l'entreprise organisées par le Parti socialiste, sans évoquer précisément le conflit Peugeot, il déclare donc aujourd'hui que les entreprises ont besoin certes d'une gestion rigoureuse, mais il ajoute les conflits surgissent souvent d'une insuffisance de dialogue social. Monsieur Rocard. Ce qui est fondamentalement en jeu dans le débat sur le pouvoir d'achat est en effet non seulement le pouvoir d'achat lui-même, mais la modernisation des relations sociales dans ce pays. Pourquoi? Parce que les conflits surgissent le plus souvent d'une insuffisance de dialogue social. C'est clair. Y compris dans l'Est de la France aujourd'hui. Parce que toutes les frustrations convergent alors sous forme de revendications salariales, même quand leur origine ne l'est pas seulement, que leur accumulation rend impossible à satisfaire. Peugeot toujours, M. Bérégovoy, le ministre de l'économie et des finances, au grand jury RTL Le Monde. Chez Peugeot, dit-il, j'espère que la discussion aura lieu. Je peux comprendre la direction, ajoute-t-il, direction de Peugeot, mais je dois aussi comprendre les salariés. L'histoire nous dira s'il s'agit d'une date et d'un lieu historique. Cet après-midi à Évry, dans la banlieue parisienne, est né le Front chinois d'opposition, premier parti politique autre que le PC chinois à voir le jour depuis 1948, date de la naissance de la République populaire de Chine. À la tête de ce mouvement, des étudiants, des intellectuels exilés depuis la reprise en main au mois de juin dernier à Pékin. C'est dans un décor de western, véritablement, qu'Américains et Soviétiques viennent de signer plusieurs accords de désarmement stratégique nucléaire. Le secrétaire d'État américain, James Baker, et le ministre des Affaires étrangères soviétique, M. Edouard Shevardnadze, étaient réunis dans un ranch du Wyoming. L'occasion également d'annoncer un sommet Bush-Gorbatchev au printemps ou l'été prochain. Marc Maisonneuve. George Bush, le président américain, a interrompu sa partie de golf pour annoncer la nouvelle. Aux États-Unis, au cours du printemps prochain ou au début de l'été 1990, se tiendra un sommet américano-soviétique. C'est la première fois qu'une telle rencontre entre Mikhaïl Gorbatchev et George Bush aura lieu. Les artisans de la rencontre, Edouard Shevardnadze et James Baker. Les entretiens de Jackson Hole ont duré 3 jours. Ils ont porté sur ce que l'on appelle la guerre des étoiles et l'accord START concernant la réduction des arsenaux stratégiques. Apparemment, les soviétiques ne lient plus ces deux questions. Ces discussions ont largement dépassé les estimations les plus optimistes. En plein Wyoming, l'ambiance était détendue. On a même parlé d'un accord visant à améliorer les relations entre les Esquimaux habitants de part et d'autre du détroit de Bering. L'annonce du sommet en version américaine part d'un bon pied. La plupart des spécialistes, il faut bien le dire, se sont trompés dans l'analyse du conflit afghan. En effet, au mois de février dernier, après le départ des dernières troupes soviétiques, ils pensaient généralement que le régime mis en place par Moscou allait tomber comme un fruit mûr face à la résistance, à l'image du gouvernement sud-vietnamien après le départ des Américains en 1973. Force est de constater que rien ne s'est passé comme prévu. Pourquoi ? Reportage d'Émilien Jubineau et Yves Gerbeau, commentaire de Jérôme Beugne. Scène de la vie quotidienne à Kaboul. Ce sont le plus souvent des femmes et des enfants qui meurent sous des roquettes tirées de trop loin par les moudjahidines. Preuve de l'impuissance de la résistance dans la capitale, incapable de frapper juste contre des cibles militaires. 7 mois après le retrait des troupes soviétiques, qui devaient signer son arrêt de mort, l'homme fort du régime installé par Moscou, le président Najibullah, est toujours là. Chaque jour qui passe lui fait gagner un peu de crédibilité aux yeux du monde. À la déception de beaucoup de diplomates, l'Afghanistan n'est pas le Vietnam soviétique, ne serait-ce qu'à cause de cette longue frontière commune. Il y a une semaine, un convoi de 1300 véhicules soviétiques, dont 300 chars, a gagné Kandahar pratiquement sans perte. Tapis dans leur bunker de Kaboul, des conseillers soviétiques envoient de redoutables missiles Scud autour de Jalalabad, toujours encerclés par les moudjahidines. 7 mois après le retrait du contingent soviétique, la guerre afghane coûte encore extrêmement cher à Moscou. Mais grâce à cela, les grandes villes tiennent toujours. À quelques exceptions près. Taloqan, aux portes de la province de Takhar, le grenier à blé de Kaboul. Taloqan, ville de 50 000 habitants, est sous contrôle des moudjahidines. Les populations sont revenues, le marché est approvisionné, la vie semble presque normale, même si la menace d'un bombardement est permanente.
Nous sommes en plein secteur contrôlé par le commandant Massoud, le seul chef de la résistance considéré par les soviétiques eux-mêmes comme un interlocuteur valable. Les difficultés que le Lion du Pandchir rencontre ici illustrent bien ces dissensions entre factions de moudjahidines qui, elles aussi, font le jeu de Kaboul. Ce commandant d'un groupe islamiste concurrent a fait exterminer 15 hommes de Massoud. Il attend son jugement. En fait, par-delà ces dissensions, les échecs militaires de la résistance s'expliquent, selon Massoud, par trop de précipitation. Quand les soviétiques étaient là, nous étions dans une position défensive. Après leur départ, il faut du temps pour passer à l'offensive. Sous des pressions diplomatiques, certains groupes de moudjahidines se sont lancés trop vite dans une guerre de position à laquelle ils n'étaient pas préparés. Interrompue en novembre, l'aide américaine aux moudjahidines a repris aujourd'hui. Massoud a levé une armée de 7500 hommes, parmi lesquels, curieusement, 7 soldats soviétiques capturés et contraints à la guerre sainte pour sauver leur peau. Le Lion du Pandchir vient de lancer une vaste offensive au nord de Kaboul, mais la capitale elle-même, c'est, dit-il, pour plus tard, dans un an peut-être. Le sport maintenant. Quelle histoire cet après-midi sur le circuit de Formule 1 d'Estoril au Portugal. C'est l'Autrichien Berger sur Ferrari qui a remporté le Grand Prix devant le Français Alain Prost. Quant à Senna, eh bien, il a été sorti de la route, certains diront même balancé dans des conditions obscures par Nigel Mansell. Et quand on sait que Mansell sera la saison prochaine chez Ferrari, le coéquipier de Prost, certains s'interrogent. Claude Aymar. 39e tour, Nigel Mansell en tête du Grand Prix s'arrête à son stand pour un changement de pneumatique. Mais regardez, il s'arrête trop loin. Alors, il est obligé de passer la marche arrière. Mais voilà, c'est une manœuvre interdite en Formule 1. Conséquence, quelques tours plus tard, le commissaire de course agite le drapeau noir. Mansell est disqualifié. Mais le Britannique ne s'arrête pas. Un tour, 2 tours, 3 tours même. Et puis, il veut dépasser Senna. Et là, c'est l'accident. Les deux voitures ne repartiront pas, ce qui fait l'affaire de Berger, seul en tête, et surtout d'Alain Prost, qui devient deuxième. Chacun ses problèmes, et bon, j'en ai eu à une époque aussi, et on verra bien. Je veux dire, c'est une saison très très difficile pour nous tous dans l'équipe, pour lui comme pour moi, et j'ai certainement beaucoup plus de chance à l'heure actuelle, mais c'est peut-être une justice aussi. C'est donc Gerhard Berger qui s'impose dans ce 13e Grand Prix devant Alain Prost qui marque 6 points précieux et Stefan Johansson qui amène pour la première fois l'écurie Onyx sur le podium. Au classement du championnat, Prost fait un grand pas vers le titre. Il faut désormais qu'Ayrton Senna remporte les 3 derniers Grands Prix pour devenir champion du monde. Sans contestation maintenant, enfin une victoire pour le Français Laurent Fignon, vainqueur du Grand Prix des Nations cyclistes devant le Suisse Wegmüller et un autre Français, 3e, Charlie Mottet. Aujourd'hui, Laurent Fignon disposait du fameux guidon aérodynamique qui avait permis à l'Américain Greg LeMond de le battre dans la dernière étape contre la montre du Tour de France en juillet dernier. Voici maintenant un sport que les Français n'ont jamais très bien compris, le cricket, cher à nos voisins anglais qui eux ont tout compris. Et pourtant, eh bien, cet après-midi à Meudon, un club français a battu la plus célèbre équipe anglaise dans un match reporté de 200 ans. En effet, le Marylebone Cricket Club s'apprêtait à franchir la Manche en juillet 1789 quand la Révolution éclata à Paris. Reportage de Valérie Fourniou et Didier Daron. L'allure est élégante dans cette arène où les passions sont toutes britanniques, flegmatiques. Le cricket ou le baseball, version soft. L'équipe de France n'avait pas joué depuis les Jeux Olympiques de 1900, un comble. Elle avait pourtant reçu alors la médaille d'argent. Mais si cette rencontre est historique, c'est qu'elle commémore le premier match entre la France et l'Angleterre, prévu en 1789, match qui n'eut jamais lieu dans le fracas révolutionnaire. Quand la Fédération française de cricket, le comité national de cricket s'est reconstitué il y a 3 ans, j'aurais jamais imaginé que le MCC viendrait nous faire l'honneur de venir. Donc, je suis très heureux et c'est vraiment pour eux quelque chose de fantastique de jouer contre les maîtres. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Le cricket est un sport de gentlemen dont le but est d'éliminer les joueurs adverses et bien sûr de marquer des points au lancer de la balle. Ces règles remontent au XIIe siècle dans la plus pure tradition britannique. Ici, on respecte la décision de l'arbitre et le tea time. Cela ressemble à une garden party, c'est très relax, isn't it? Isn't it? Vous avez raison, tout à fait. C'est la petite Angleterre reconstituée à Meudon-la-Forêt. C'est un jeu
qu'on doit jouer, il faut être calme, il faut être tranquille, etc. Est-ce que vous pensez que les Français sont suffisamment calmes pour jouer au cricket? Je sais pas moi. Dans le Nord, bien sûr, mais peut-être pas dans le Midi quelquefois. Et pourtant, face au club le plus prestigieux du monde, le Marylebone Cricket Club d'Angleterre, la France vient de gagner avec 165 points et seulement 3 éliminés, contre 164 points et 7 éliminés anglais. Une victoire de taille et historique. Voilà, cool maintenant, le tiercé et le quarté plus. Pour gagner le tiercé, vous jouez dans l'ordre, c'est pas compliqué, le 9, le 10 et le 11, il n'y a pas besoin de pronostiqueur. Et pour ce qui concerne le quarté, là il faut ajouter le 7 pour gagner un petit peu moins de 10 000 francs. Voilà, ce journal est terminé tout de suite après les prévisions météo du début de semaine avec José Blanc-Lapierre. Spécial résultat sénatorial aux alentours de 23 h, suivi du journal présenté par Philippe Gasson. Invité des 4 vérités demain matin à 7h45, Pierre Jox, ministre de l'Intérieur, qui doit recevoir dans la journée de lundi la FASP, le principal syndicat de police, et qui commentera également sûrement le résultat des élections sénatoriales. Quant à moi, je vous retrouverai d'abord mardi soir pour un Star à la barre consacré aux vedettes qui vendent un peu trop facilement leur image pour des produits miracles qui ne le sont pas forcément. Et puis, bien sûr, nous nous retrouvons samedi prochain avec toute l'équipe du week-end. Bonsoir, bonne semaine.